Les chiffres sont de plus en plus alarmants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes dans le monde souffriraient de diabète et le programme national de lutte contre le diabète en République démocratique du Congo alerte également sur le nombre croissant des personnes atteintes de diabète. Et nous sommes venus voir le directeur du programme national de lutte contre le diabète ici dans le pays pour voir la situation de cette maladie dans le pays, mais aussi comment est-ce que le programme travaille justement pour lutter contre cette maladie et réduire le nombre des victimes dans le pays. Docteur Luc Ferdinand Kamanga. C'est bien ça, oui. Vous êtes le directeur national du programme national de lutte contre le diabète. Exact. Bonjour. Bonjour, madame. Et merci de nous recevoir pour parler de ce fléau. Nous parlons d'un fléau. Et vous le savez, les chiffres, l'Organisation mondiale de la santé le dit, c'est alarmant au niveau mondial. Qu'en est-il de la RDC? Oui, merci, madame, pour la question. Et il est pertinent, effectivement, de parler de diabète en ce moment ici, parce que le diabète fait partie des maladies non transmissibles, autrement dit maladies chroniques, parmi les 4 qui font le gros lot de la morbidité et de la mortalité liées à ces maladies non transmissibles. Et le diabète dans notre pays est également un fléau, parce que comme partout dans le monde, les chiffres sont toujours croissants. Tenez qu'en 2021, l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale du diabète avaient estimé le nombre de diabétiques à environ 536 millions. Et avec les années qui filent, chaque année, il y a une augmentation presque exponentielle de ces cas-là. De sorte que vers les années 2030, on peut atteindre des chiffres de 740 millions d'habitants qui seraient diabétiques. Donc c'est à peu près le 10% de la population mondiale qui est atteinte de diabète. Dans notre pays, nous ne faisons pas exception. Malheureusement, des études que nous avons faites jusqu'à présent sont parcellaires et les estimations nous amènent entre 7 et 10% de la population qui sont également atteints de cette maladie. Alors si la population de la RDC est à environ 100 millions, on peut le dire ainsi, donc on aurait à peu près 10 millions de personnes. Lorsqu'on fait des projections, on est dans ces chiffres-là, malheureusement. Mais heureusement aussi parce qu'actuellement, il y a une enquête qui est en cours qui va nous permettre d'avoir les chiffres exacts, donc une prévalence nationale. C'est l'enquête Stepwise, c'est une enquête de l'OMS. Et nous sommes activement engagés là-dedans pour avoir les bonnes estimations. Alors, lorsque nous parlons des estimations, oui, c'est certainement de personnes qui sont identifiées comme diabétiques. Est-ce que tous ceux qui sont malades le savent? Malheureusement, non. D'après les statistiques, près de la moitié des personnes diabétiques ne savent pas qu'ils sont. Donc, ils ne sont pas diagnostiqués. Donc, exactement 44,7% de personnes ne sont pas diagnostiquées. Ce qui fait que nous avons un grand travail de diagnostic à travers le pays. Et fort de cela, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Prévoyance sociale, a mis à la disposition du programme un nombre important de kits de dosage de glycémie qui va permettre en fait à beaucoup de nos populations de pouvoir se diagnostiquer, et de cette manière nous allons élargir notre champ d'activité par rapport à la prise en charge. Alors comment est-ce que ça se passe généralement, parce que la plupart des personnes qui sont atteintes ne le savent pas. Comment est-ce qu'on arrive quand même à diagnostiquer? Est-ce que c'est après avoir développé peut-être des signes pour une autre maladie qu'on vient faire le dépistage et on découvre qu'on est diabétique? Comment ça se passe généralement? Comment est-ce que les gens arrivent à découvrir leur cas? Ça se passe de plusieurs manières. D'abord, tous les médecins sont formés pour savoir quels sont les signes qui peuvent faire évoquer le diabète. C'est notamment l'envie de boire beaucoup, qu'on appelle la polydipsie, la polyphagie, l'envie de manger beaucoup, la polyurie, donc l'envie d'aller beaucoup
faire des urines, oui. Mais à côté de ça, il y a aussi l'amaigrissement et l'asthénie. Ce sont des signes qui, lorsqu'ils sont retrouvés chez un individu, peuvent nous faire orienter vers le diabète. Ça, c'est dans le cadre des consultations que les médecins font dans leur cabinet ou dans leurs hôpitaux. Mais aussi, il y a des situations où les diabétiques se présentent lorsqu'il y a déjà des complications. Ce sont les cas d'ailleurs les plus fréquents. Lorsqu'il y a déjà des cas de complications, ça peut être des complications aiguës, un coma acidocétosique, ou alors des complications, comme nous avons évoqué tout à l'heure, vision floue, donc des problèmes de vision, ou alors des problèmes cardiovasculaires. Ça peut être un AVC, ça peut être l'hypertension, n'est-ce pas, qui accompagne toujours le diabète, mais ça peut également être un problème rénal, c'est-à-dire que les complications ont déjà atteint ces organes et la personne a difficile à pouvoir excréter les urines, donc une insuffisance rénale liée à une néphropathie diabétique. Donc c'est pendant ce temps-là que lorsqu'on fait finalement tous les examens, on se rend compte que cette personne était diabétique. Elle est arrivée au stade de complications. Malheureusement, ce sont des cas les plus fréquents. Et lorsque des personnes arrivent à l'hôpital à un stade déjà avancé, parce qu'il y a des complications, ça veut dire que ces personnes-là sont restées pendant tous ces temps avec la maladie et il n'y avait pas de manifestations ou comment? Bon, le problème, c'est l'ignorance. Si la personne a vécu avec sa maladie sans savoir qu'il y a une alerte pour laquelle il faut aller consulter à l'hôpital, donc il peut rester longtemps comme ça, ou alors c'est un problème d'accès aux structures de soins qui peuvent le prendre en charge. Donc, ce sont des cas qui arrivent. Donc voilà. Et il y a un type de diabète, notamment le diabète de type 1. C'est un diabète qui est plus fréquent chez les enfants et les jeunes adultes. Donc toute personne en dessous de 40 ans est susceptible, qui a un diabète, il est probablement un diabétique de type 1. Bon, ce diabète, d'abord son origine, c'est une origine auto-immune, c'est-à-dire la personne développe des anticorps dirigés contre lui-même, et ce qui fait que son pancréas finit par ne plus produire de l'insuline, et cette personne va rester dépendante de l'insuline exogène, de l'insuline qu'on doit lui injecter tous les jours. C'est dû à quoi? Et c'est dans ce cadre-là, justement, que la plupart des malades viennent au stade de complications aiguës, notamment un coma lié à cette hyperglycémie. Donc la personne ne le savait pas, et puis pouf, voilà, il se retrouve dans une situation de coma acidocétosique. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il est diabétique, on doit le prendre en charge et l'étiqueter désormais comme diabétique et le soumettre à un régime d'insuline tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. La personne, elle dépend complètement de l'insuline. Dépend totalement de l'insuline externe. Tandis que le diabète de type 2, lui, c'est un diabète qui peut venir progressivement. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Les facteurs de risque il y en a qui sont modifiables, d'autres qui ne sont pas modifiables. Les facteurs qui ne sont pas modifiables sont notamment l'âge, le sexe, l'ethnie. Donc ça sont des choses que vous ne pouvez pas changer. Mais les facteurs qui sont modifiables, c'est par exemple la prise de poids, c'est par exemple la sédentarité, la personne ne bouge pas beaucoup, l'exposition au stress, et voilà. Ça sont des choses qu'on peut modifier, sur lesquelles on joue. C'est pour ça que nous avons typé les préventions en 4. Une prévention primordiale. La prévention primordiale voudrait qu'on s'intéresse aux facteurs environnementaux qui peuvent amener des gens à développer le diabète, notamment le tabagisme, donc la prise exagérée de tabac, la prise exagérée d'alcool. Ce sont des choses qui, dans l'environnement, peuvent faciliter que la personne puisse développer le diabète. Et donc, mais aussi les personnes qui prennent beaucoup de tabac, d'alcool, qui fument, sont susceptibles oui, ce sont des facteurs qui peuvent amener la personne à développer le diabète lorsqu'il est exposé de façon régulière à ces facteurs-là. Mais aussi la consommation des sucreries. Vous savez, le pancréas est fait pour produire de l'insuline. C'est un organe qui est dans notre organisme, derrière l'estomac, qui permet à ce que l'insuline produite
soit utilisé pour consommer le sucre que nous avons ingéré. Alors, lorsque cette insuline n'est pas suffisamment produite, le sucre que nous avons ingéré va traîner dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et c'est ça la situation des diabétiques, justement. Lorsqu'on est diabétique du type 2, n'est-ce pas, soit que la personne a développé une résistance à l'insuline, soit que son pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline, et donc cette personne tombe dans la situation de diabète avec des hyperglycémies, donc glycémie au-delà de la normale. Et généralement, on le découvre... Lorsque nous faisons les dépistages, on peut faire un dépistage de masse, c'est-à-dire dans une contrée, dans une population, nous testons tout le monde, ou alors on fait un dépistage ciblé, ça veut dire qu'à l'aide d'un questionnaire, vous administrez un questionnaire à la population et vous essayez d'étiqueter les personnes à risque. Dans les proportions, c'est à peu près 17% de la population. Ce sont ces personnes-là chez qui vous allez maintenant faire le dépistage à l'aide du matériel que nous avons, notamment les glycomètres. Voilà. Donc, et quand vous faites des campagnes de dépistage comme ça, oui. Vous regardez bien sûr le taux de glycémie. Oui. Est-ce que c'est forcément le taux que vous avez qui vous dit que cette personne est atteinte ou non? Bon, vous savez, il y a plusieurs façons de doser la glycémie. On peut la faire à jeun. À jeun, ça veut dire que la personne est restée 8 heures sans consommer de la nourriture. Okay. Et lorsqu'on fait la glycémie, lorsque les valeurs sont supérieures à la normale, c'est-à-dire au-delà de 126 mg par litre, on dit que cette personne est probablement diabétique. Mais il faudrait donner un nouveau rendez-vous, n'est-ce pas, même 2 jours après, pour confirmer. On peut également faire la glycémie casuelle. Cette glycémie casuelle, c'est une glycémie qu'on prend comme ça au pif, sans tenir compte des heures où vous avez mangé. Donc, tel que vous êtes là, on prend votre glycémie, elle va afficher une certaine valeur. Alors, nous avons un tableau qui nous permet de dire, lorsqu'on a cette valeur-là, n'est-ce pas, à n'importe quel moment à n'importe quel moment de la journée, par rapport à cette glycémie casuelle, cette personne est probablement diabétique. N'est-ce pas? Okay. Donc cette valeur-là, c'est quand elle est en dessous de, disons, elle est égale ou supérieure à 200 mg par décilitre, n'est-ce pas? Donc au-delà de 210, 230 ou plus. Voilà. Oui. Donc la personne est probablement diabétique. Okay. Ou alors, il y a une autre méthode qu'on fait, c'est l'hyperglycémie provoquée. On donne une certaine quantité de glucose, donc de sucre, à la personne, et on dose sa glycémie après. Lorsque les valeurs sont situées entre 126 et 200, on dit qu'il est probablement diabétique aussi. Okay. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Et pour les personnes qui sont oui. Docteur, qui ont des facteurs de risque. Chaque jour, en tout cas, nous apprenons, même dans notre environnement, dans le milieu de travail, des amis, des personnes que nous connaissons qui viennent nous dire « Ah, moi, on m'a dépisté le diabète ». C'est pratiquement tous les jours que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui fait que, vous l'avez dit d'ailleurs au début, l'Organisation mondiale de la santé l'atteste, la Fédération internationale contre le diabète l'atteste également. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique cette augmentation de chiffres? Et c'est chaque année que les chiffres augmentent, malgré que le programme existe, la fédération existe, des efforts sont là, mais qu'est-ce qui fait que chaque jour, il y a des nouveaux cas de diabète? Nous avons parlé des facteurs de risque qui sont dans l'environnement. Nous avons parlé des facteurs de risque liés à l'individu, des facteurs qui peuvent être modifiés, d'autres qui ne sont pas modifiés. Donc l'augmentation de tous ces facteurs de risque, vous savez, avec notre mode de vie actuel, c'est ce qui fait que voilà, quand les facteurs de risque surplombent, les personnes tombent de plus en plus malades. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'ignorance. Le fait que les personnes ne pensent pas pouvoir se dépister à temps. On peut aussi aller à l'hôpital, qu'on teste sa glycémie, qu'on teste les autres paramètres biologiques. Et à ce moment-là, vous avez la puce à l'oreille pour dire non, mon taux de sucre est en train de grimper, il faudrait peut-être que je consulte vraiment un médecin, qu'il puisse
me prendre en charge. Ok. Donc, au fait, c'est Et ça, notre mode de vie. On n'a pas vraiment l'habitude de faire le l'habitude. Dépistage, surtout quand on ne se sent pas malade. Juste aller faire un dépistage, on devrait sensibiliser sur ça. On devait sensibiliser sur ça. C'est ce que nous faisons d'ailleurs lorsque nous allons dans nos campagnes de sensibilisation, qui sont couplées généralement avec un dépistage. Aussi, nous passons le message pour dire il faut vous dépister. Vous voyez, actuellement, il faut éviter de prendre avec soi tous les facteurs de risque, l'alcool à l'excès, le tabac à l'excès, prendre des sucreries à l'excès, et manger de façon désordonnée. Parce que tout ça, ce sont des facteurs qui amènent les personnes à développer le diabète. Docteur, oui. Par rapport au diabète, vous avez fait la différence entre le diabète de type 1, des personnes qui développent ce genre de diabète sont insulinodépendants. Comme vous l'avez dit, ils dépendent toute leur vie de l'insuline. Alors, le diabète de type 2, c'est généralement lié aux aspects environnementaux, mode de vie, etc. Alors, est-ce que si une personne à qui on a dépisté le diabète ou une hyperglycémie, un taux assez élevé de glycémie, une personne à qui on dépiste ça précocement par exemple, est-ce qu'il y a possibilité, j'allais dire, d'une rémission au cas où la personne changeait de mode de vie? Oui, tout à fait. Vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est diabétique, on le reste. Ok. Mais il y a moyen de minimiser les complications qui peuvent arriver avec le diabète. Et là, il y a plusieurs possibilités. Vous devez jouer sur le mode de vie qui vous dit qu'il faut manger, qu'il faut avoir une alimentation saine, il faut éviter les excès d'alcool et de tabac, il faut faire l'exercice tous les jours. Donc si vous faites ça, même si on vous a déjà diagnostiqué diabétique, il est possible que vos glycémies restent dans les limites plus ou moins normales. Mais il faut toujours être attentif pour pouvoir doser ça tous les jours. De même que la personne qui est déjà diagnostiquée diabétique, et même qui est déjà sous traitement, lorsqu'il observe ces conseils par rapport à l'hygiène hygiéno-diététique, disons le mode de vie saine, n'est-ce pas, ça peut lui permettre de mener une vie plus ou moins correcte sans trop souffrir des complications du diabète. Alors le problème devient pas souhaitable lorsque le diabète s'installe et que vous êtes dépendant des médicaments. Et voilà, vous allez évoluer inéluctablement vers les complications si vous ne respectez pas les 3 rubriques de prévention. N'est-ce pas? De prévention par rapport aux facteurs environnementaux, la prévention par rapport aux facteurs que vous pouvez modifier vous-même, n'est-ce pas? Qui peuvent vous amener à une insulinorésistance, les facteurs qui peuvent faire qu'il y ait l'expression de l'insulinorésistance. L'expression de l'insulinorésistance, ça veut dire vous développez maintenant la maladie diabète. Donc il y a des signes qui sont déjà visibles. C'est la manifestation de l'insulinorésistance. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, si vous ne vous contrôlez toujours pas, si vous n'êtes pas pris en charge correctement, vous évoluez vers les complications. Alors, comment est-ce que le programme que vous dirigez travaille pour réduire la prévalence dans le pays, mais aussi les complications, parce que les chiffrages sont là, des personnes qui en souffrent sont là, mais il faut aller dans le sens aussi de réduire quand même des complications. Quelles sont les stratégies, les mécanismes que vous mettez en place pour arriver à atteindre les objectifs, d'autant plus que vous parlez, c'est vrai, des campagnes, mais est-ce que vous menez toutes ces campagnes dans tout le pays que vous savez très grand? Est-ce que tout le monde a accès aujourd'hui et à l'information et au dépistage de diabète dans le pays? Nous axons nos efforts sur l'information, comme c'est le cas maintenant, nous parlons du diabète. Nous axons nos efforts également sur la sensibilisation. Nous le faisons selon notre plan d'action opérationnelle. D'abord ici à Kinshasa, où nous avons la chance d'avoir plusieurs ONG qui travaillent également dans le diabète, que nous coordonnons, notamment les ONG de l'Église catholique, BDOM, il y a l'Armée du Salut, il y a également les ONG
privés qui, à gauche, à droite, se traitent pour Kinshasa. Donc, c'est déjà quelque chose de bon. Nous faisons régulièrement, disons, de façon rythmée, des campagnes de sensibilisation au cours desquelles nous faisons également des dépistages. Actuellement, nous avons nommé des points focaux à travers tout le pays, donc pratiquement dans toutes les 26 provinces. Nous avons un représentant qui essaie de nous brosser la situation du diabète dans leur contrée. Okay. Et maintenant, je vous ai parlé des kits de glycémie que le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, a mis à la disposition du programme. Et nous sommes en pleine distribution de ces intrants pour permettre à ce que les personnes qui sont déjà prises en charge comme diabétiques puissent avoir la possibilité de se tester régulièrement. Est-ce que ça va nous permettre... distribuer aux individus ou bien dans les formations sanitaires? Nous mettons à la disposition de formations sanitaires pour le moment. Il y a les grandes formations sanitaires dans lesquelles nous sommes en train de déposer un certain nombre de kits, mais également les structures de prise en charge. Je vous informe qu'il y en a 180 ici à Kinshasa. À l'heure qu'il est, nos équipes sont sur le terrain pour pouvoir déposer ces kits de glycémie. Ça va permettre déjà d'améliorer la prise en charge, parce qu'il faut d'abord savoir qu'on a des problèmes de glycémie pour consulter le médecin et pour que la prise en charge soit faite. Il en sera de même pour les provinces. Il faut dire que nous sommes encore au début de notre exercice, même si le programme existe déjà depuis 2001. C'est maintenant que nous avons des intrants, c'est maintenant que nous, avec la volonté de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, n'est-ce pas, Roger Kamba, qui a eu une oreille attentive par rapport au programme, que nous commençons maintenant à être vraiment opérationnel. À être opérationnel et même nous permettre de former. Là, je viens de Kisangani, où j'ai été formé les équipes qui sont là-bas en matière de diabète. Le diabète étant une maladie non transmissible, et dans le lot de ces maladies chroniques pour lesquelles la prise en charge n'a pas toujours été codifiée dans notre pays. Maintenant, nous avons élaboré une stratégie de prise en charge de ces maladies et je viens de Kisangani justement pour former les médecins qui sont là-bas. Il y a une équipe qui est à Lubumbashi et nous allons continuer comme ça à travers le pays pour former, donner les nouveaux protocoles en rapport avec la prise en charge des maladies non transmissibles et moi je m'occupe du diabète. Voilà, c'est de cette manière-là que nous pensons pouvoir aider nos compatriotes qui sont dans ce problème et réduire, si vous voulez, la prévalence de cette maladie à travers le pays. Alors, le diabète, il faut dire que c'est une maladie assez complexe. Vous avez parlé de l'alimentation, vous avez parlé des exercices physiques, vous avez parlé bref, du mode de vie. Ah, donc, la personne qui est atteinte de cette maladie a besoin d'être, on va dire accompagnée, vraiment pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Tel aliment contient-il du sucre ou pas, est-ce qu'il y a moyen vraiment d'accompagner ces personnes qui ont aussi parfois des problèmes? Vous avez parlé du stress, parce que ça stresse. Oui. Alors l'accès à une prise en charge, j'allais dire holistique, par rapport à tous ces besoins de la personne qui est atteinte de diabète. Oui, c'est très important, c'est une rubrique très importante, l'alimentation. Nous avons parlé d'une alimentation saine et équilibrée pour les diabétiques. Alors, il faut adapter cette alimentation par rapport à nos aliments locaux. Nous avons eu la chance d'avoir une pionnière dans ce domaine, Dr Declercq. C'est une dame qui a travaillé longtemps dans le diabète et qui a formé pas mal de diabétologues aussi, et qui a pu mettre à la disposition du public des brochures qui permettent de distinguer les différents aliments avec leur indice glycémique. Indice glycémique, c'est-à-dire la quantité de sucre contenue dans cet aliment. Est-ce que c'est un sucre d'absorption rapide ou c'est un sucre d'absorption lente? Et ça permet donc de typer les aliments qui peuvent être conseillés pour les diabétiques. Parce qu'il y a des aliments, on ne sent pas forcément le goût de sucre, mais ça contient beaucoup de sucre. C'est le cas des frites. Quand vous consommez les frites, sachez que vous consommez beaucoup de sucre d'absorption rapide, n'est-ce pas?
Oui, pourtant, la pomme de terre n'est pas forcément sucrée dans la bouche. Et beaucoup ne Voilà. savent pas. Donc, c'est des exemples comme ça qui sont illustrés à travers ces petites brochures qui sont en train d'être divulguées, bien sûr. C'est sûr que ça n'a pas encore atteint les coins et recoins du pays, mais nous sommes en train de nous y forcer pour essayer de vulgariser ces aliments locaux que nous pouvons utiliser parce que nous n'avons pas la possibilité d'avoir les aliments qui sont décrits dans les livres des Blancs, dont nous avons essayé d'adapter pour les aliments locaux. Ok, alors dans tout ça, dans tout ce que vous avez dit, alors quels sont les défis qui restent encore à la RDC aujourd'hui pour vraiment arriver à atteindre d'abord quels sont les objectifs de la RDC et quels sont les défis pour atteindre ces objectifs? Voilà, nous avons des objectifs à pouvoir atteindre pour la gestion du diabète. C'est d'abord l'élaboration de plans stratégiques. Nous sommes déjà en train d'élaborer un plan stratégique grâce à un bailleur, Sanofi. Ça, c'est déjà une chose. Nous avons le défi d'une vraie cartographie. Je vous ai parlé de la prise en charge du diabète à travers les provinces qui n'est pas encore très bien déterminée parce que nous devons faire une cartographie. C'est un travail qui demande des financements. OK ? Nous devons également arriver à disponibiliser les médicaments antidiabétiques, que ce soit les médicaments à prendre par la bouche, qu'on appelle les ados, ou l'insuline, qui est encore un problème parce que cette insuline, pour la plupart des malades, c'est encore de l'insuline à acheter. Donc, avec son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut également disponibiliser ces médicaments, si pas gratuitement, mais à moindre coût. Donc l'exercice est déjà là-dessus. Donc nous avons ce problème-là sur lequel nous sommes en train de travailler pour pouvoir trouver des solutions. Docteur Kamanga, nous avons compris avec vous que le diabète est une maladie assez sérieuse et des personnes qui nous suivent, beaucoup parmi elles sont certainement atteintes ou ont des parents, des membres de famille qui sont atteints de la maladie. Alors quel mot pourrez-vous dire? Est-ce que quand on a le diabète, on est condamné ou bien il y a une qualité de vie qu'on peut développer tout en étant diabétique? Voilà, le diabète existe et c'est une maladie chronique. Et c'est une maladie débilitante, c'est une maladie qui débouche sur le sous-développement parce que le diabétique, non seulement il a dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir se faire soigner, mais il ne sera pas productif sur le plan économique et ça amène la pauvreté. Donc, jouons sur les facteurs qui peuvent être encore manipulés, n'est-ce pas? L'éviction de tous ces facteurs, notamment la consommation d'alcool, la consommation de tabac, la consommation de sucreries à longueur de journée. Essayons d'être actifs, bougeons, faisons l'exercice physique au moins 3 fois la semaine. Si vous pouvez faire 150 minutes, n'est-ce pas, au total sur la semaine, répartis sur les jours de la semaine, ça peut déjà vous permettre de ne pas évoluer vers le diabète. Il y a des exercices physiques qui sont accessibles à tout le monde. Mais bien sûr, la marche, juste la marche. Okay. On fait une marche rapide pendant 45 minutes, 1 heure, au moins 3 fois la semaine, ça peut déjà vous éviter d'aller vers là, d'évoluer vers le diabète. Quand vous ne consommez pas trop d'alcool, quand vous ne consommez pas trop le tabac, quand vous ne consommez pas le tabac du tout, ça va vous épargner d'aller vers là. Avant que vous ne soyez indépendant, que vous soyez dépendant des médicaments antidiabétiques, que ce soit des antidiabétiques oraux ou l'insuline. Évitons d'arriver à ce stade-là. Voilà le mot que nous pouvons lancer dans la population. Donc pour éviter le diabète, il faut éviter les facteurs qui amènent vers le diabète. Ou les facteurs qui amènent vers l'insulinorésistance. Voilà, il y a donc des efforts à faire de votre côté pour prévenir la maladie, pour informer la population, pour prendre en charge les personnes atteintes, mais il y a aussi l'effort de la population, des individus, pour prévenir la maladie et au cas où la maladie est là, prévenir des complications. Et bien sûr, exactement. Vous l'avez si bien résumé. Voilà, on a aussi un souci, on a un problème et on aimerait en parler avec vous. Le traitement, qu'en est-il du traitement
qu'on dit naturel ou le traitement traditionnel du diabète. On entend tellement dans le média des gens qui proposent des traitements traditionnels aux personnes atteintes de diabète. On propose des plantes, on propose je ne sais pas moi quoi. En tout cas, beaucoup de solutions, entre guillemets, pour résoudre le problème de diabète. Comment est-ce que vous gérez cette question au niveau du programme? Merci madame, c'est une question pertinente. Je vous ai dit que je venais de Kisangani, où il m'a été relaté justement un cas semblable d'une personne qui était diabétique, suivie par la médecine moderne, mais qui à un moment donné est tombée sur un soignant traditionnel à base de plantes qui lui aurait administré des produits et va lui faire croire que son diabète était complètement fini parce que les jours qui ont suivi, ses glycémies étaient stables. Malheureusement, cette personne a arrêté de prendre les antidiabétiques qui lui étaient conseillés par son médecin moderne. Et cette personne a fini par mourir d'une complication aiguë de ce diabète. Donc, il est entré en coma et puis il est mort. Je ne nie pas qu'il y a des vertus dans les plantes pour soigner différentes maladies que nous avons. Et d'ailleurs, nos ancêtres, c'est tout ce qu'ils faisaient. Nous avons dans le pays, au niveau du ministère de la Santé, un programme spécialisé qui s'occupe de la médecine traditionnelle. Et je suis en contact avec ce programme. Et il ne m'a pas encore dit, n'est-ce pas, le responsable de ce programme ne m'a pas encore dit qu'il y a un médicament qu'on a trouvé contre le diabète qui finit le diabète définitivement. Parce que c'est ça la chanson, généralement, qu'on dit. Quand vous prenez ces potions-là pendant X temps, la maladie, c'est fini, vous n'êtes plus diabétique. Sachez, madame, que lorsque vous êtes diabétique, je l'ai dit tout à l'heure, vous le demeurez. Quand vous devenez diabétique, vous avez soit développé une insulinorésistance, donc votre organisme n'arrive plus à utiliser correctement l'insuline qui est produite par le pancréas, soit vous n'en produisez plus assez, donc le nombre de cellules productrices de l'insuline au niveau du pancréas a diminué de moitié. Et ça ne sera jamais irréversible. remplacé. C'est irréversible. C'est pour cela qu'il faut aller avec des artifices, notamment les médicaments antidiabétiques, et que ce soit par voie orale ou par l'insuline. Je disais donc qu'il y a un programme qui s'occupe de médecine traditionnelle. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de guérison, n'est-ce pas, totale par la prise de ces médicaments, encore que vous connaissez les problèmes des dosages de ces médicaments, vous connaissez les problèmes du contenu de ces médicaments, les principes actifs, quels sont les effets. Donc tout ça, c'est très compliqué. Nous laissons la charge à nos experts pharmaciens qui sont dans ce domaine de pouvoir nous éclairer là-dessus. Okay. Le diabète ne se guérit pas totalement avec ces produits, à ma connaissance. Et donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Alors, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, docteur. Non, je voudrais remercier la RTNC d'abord pour s'être déplacé, venir vers moi pour que nous parlions de cette maladie dont on ne parle pas assez. Donc c'est déjà quelque chose. Je voudrais remercier également son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qui permet à ce que nous puissions avoir du travail, c'est-à-dire les kits de glycémie qui sont mis à la disposition du programme nous permettent d'élargir notre champ de diagnostic. Et donc nous aurons de plus en plus de personnes qui étaient malades, qui s'ignoraient, n'est-ce pas, qui vont entrer dans notre cohorte de prise en charge. Ça va nous permettre également d'intensifier l'organisation de cette prise en charge, aussi bien dans les structures que dans la communauté. Voilà un peu le mot que je peux. Je vais terminer, mais les enfants aussi, on a parlé des enfants par rapport au diabète de type 1. Oui. Est-ce que l'information, la sensibilisation, vous ciblez également les enfants? Parce que les enfants ont besoin, déjà dès les bas âges, de commencer à adopter des comportements responsables par rapport à des problèmes. Exactement. Les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être sujets du diabète, mais c'est surtout le diabète de type 1, mais actuellement, on a également des enfants qui développent aussi le diabète de type 2. Vous savez, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes facteurs. Vous savez, avec toutes ces sucreries que nous consommons à longueur de journée, un enfant qui ne sait pas qu'il est dans ce contexte-là, ça peut favoriser l'éclosion rapide de sa maladie qui peut aller vers les complications. Donc, ils sont intéressés tout autant et les mêmes conseils valent également pour les enfants.
Et surtout si cet enfant est issu d'une famille où il y a des diabétiques, ou que lui-même, l'enfant est né avec un très grand poids de naissance, au-delà de 4 kilos, ce sont des enfants suspects. De même que les enfants qui naissent avec un petit poids, donc en dessous de 2,5 kg. Ce sont des enfants qui plus tard peuvent développer ces maladies métaboliques, notamment le diabète, pour lesquels il faut faire attention. Donc les parents qui savent qu'ils sont dans ce contexte-là doivent faire examiner leurs enfants régulièrement et observer le moindre signe. Un enfant qui se met à faire pipi au lit alors qu'il ne le faisait pas avant, un enfant qui mange mais qui maigrit. Ça met la puce à l'oreille. Il faut l'amener à l'hôpital pour que le médecin puisse déterminer si oui ou non c'est un enfant qui a un diabète de type 1 pour lequel il faut la prise en charge à base d'insuline. Donc c'est important de surveiller le poids et de l'enfant et des adultes. Mais bien sûr. Nous, lorsqu'on augmente, on prend beaucoup de masse, on est content. On est content. Et pourtant... Mais au contraire, il faut être triste. Il faut tout faire pour éviter l'obésité. Surtout l'obésité ventrale. Surtout l'obésité ventrale. Oui. On a l'apparence d'une personne mince, mais le ventre, lui, ça peut poser aussi problème. Il pose problème. Ah oui. C'est ça. Nous vous remercions, docteur, de nous avoir reçus pour nous partager encore ces informations et tous ces efforts que vous faites dans le pays pour donner aux gens une meilleure qualité de vie à travers ce programme de lutte contre le diabète. C'est moi qui vous remercie, madame. Et nous vous remercions, vous également, qui nous avez suivis. Je pense que vous avez été attentifs à ce qui a été dit. Le docteur Luc Ferdinand Kamanga, il est le directeur du programme national de lutte contre le diabète, le programme qui surveille la maladie dans le pays et qui érige des normes pour réduire le fléau, sinon lutter vraiment contre le fléau. Mais vous savez que vous avez également une grande part de responsabilité dans la survenue ou non de cette maladie. Il suffit de prendre soin de nous, d'avoir un mode de vie sain, des exercices physiques régulièrement, une alimentation saine, et il faut que nous puissions nous informer par rapport à ce qu'on appelle alimentation saine. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain, et j'espère que vous avez retenu. Et l'émission passe également en ligne. Vous pouvez suivre sur le site de la RTNC Santé Plurielle. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.